pour notre exploration approfondie aujourd'hui. On va s'intéresser à un secteur vraiment vital et en même temps très complexe, les sciences de la vie. Oui, pharma, biotech, medtech. C'est vrai que toutes ces entreprises, elles doivent jongler en permanence. Entre quoi exactement? Entre le besoin d'innover très vite et en même temps un cadre réglementaire qui est hyper strict. Sans oublier la pression sur les coûts, j'imagine. Exactement. C'est ça le paradoxe un peu fou de ce secteur. Comment on fait pour aller vite, rester agile, quand chaque petite étape est scrutée, doit être validée. C'est là que la technologie intervient. Oui, c'est là que des outils comme le cloud, l'analyse de données et même l'intelligence artificielle deviennent vraiment précieux. Mais bon, il faut les utiliser intelligemment, quoi. Tout à fait. Et justement, pour voir comment ça se passe sur le terrain, on va regarder des exemples concrets d'entreprises. Comme qui, par exemple? On parlera d'Essilor Luxottica, d'Universel Santécie ou encore JBT. Des entreprises qui ont dû naviguer ces défis, souvent avec des partenaires comme Delaware, pour vraiment transformer leurs opérations. D'accord. Alors, allons-y, plongeons dans leurs défis et les solutions qu'ils ont trouvées. On pourrait commencer par un gros morceau, gérer la complexité, le changement d'échelle. Typiquement après une fusion ou quand une boîte grandit très vite. Ah oui, le cas Essilor Luxottica est un bon exemple de ça. Après leur fusion, c'était un défi colossal, non? Unifier les systèmes? Oui, 38 entités, dans 24 pays différents. C'était le but du projet Electra. Electra, c'est ça. Mettre en place une plateforme SAP commune pour le commercial, c'est bien ça? Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est cette recherche d'équilibre. Il faut un standard, un corps modèle, comme on dit, pour que tout fonctionne ensemble. Pour l'efficacité globale. Voilà. Mais il faut aussi pouvoir l'adapter. Chaque pays, chaque entité a ses petites spécificités. Un vrai casse-tête, surtout avec la réglementation. Tout à fait. Donc ça demande beaucoup d'agilité, des équipes qui bossent en parallèle et surtout une gestion des données hyper rigoureuse, notamment sur la partie commerciale de la commande au paiement, le fameux order to cash. Et l'AMOA, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle joue quel rôle là-dedans? Moderniser leur système central avec SAP S/4HANA pour accompagner leur croissance internationale. D'accord. Donc trouver cet équilibre, standardisation, flexibilité, c'est crucial. Mais et la vitesse? Pour les biotech, par exemple, qui doivent être super réactives. Ah oui, bonne question. Universels, en Belgique, il me semble qu'ils ont fait le pari du cloud. Oui, exactement. Pour une biotech comme Universels, la flexibilité, la capacité à grandir vite, c'est essentiel. Et le cloud permet ça. Oui, le cloud et surtout les offres packagées comme Rise with SAP, ça donne cette souplesse. Mais le point hyper important dans les sciences de la vie, c'est que cet environnement cloud, il doit rester validé. Validé, c'est-à-dire conforme aux normes. Oui, conforme aux bonnes pratiques de fabrication, par exemple. C'est une exigence très forte. Et ces offres packagées, elles aident à simplifier ce défi qui est à la fois technique et procédural. On gagne du temps aussi. Oui, on voit aussi l'utilisation d'accélérateurs, des systèmes préconfigurés, comme pour Afeva, pour déployer SAP plus vite. Tout ça, ça montre bien la course à l'agilité. Compris. Le cloud pour la vitesse, la flexibilité, mais de manière contrôlée. Alors, au quotidien, comment on améliore l'efficacité? Comment on utilise mieux les données? Si on prend Santécie, dans les soins à domicile, Eux, ils ont modernisé leur processus budgétaire. ils utilisaient quoi avant? Excel? Oui, classiquement, beaucoup d'Excel. C'est un peu comme naviguer avec une vieille carte routière papier. Ça marche, mais c'est fastidieux et on peut faire des erreurs. Et ils sont passés à quoi? Un outil comme SAP Analytics Cloud ou SAC, là c'est le passage au GPS en fait. Ah oui, je vois l'idée. C'est plus fiable, plus rapide et surtout ça ouvre des possibilités d'analyse pour mieux piloter l'activité et donc au final mieux allouer les ressources pour les patients. C'est logique si j'utilisais déjà la BI pour le pilotage. Tout à fait, c'est une suite logique. Et dans un autre style d'efficacité, on peut penser à WM Supplies. Ils ont créé un portail B2B pour leurs clients connectés à l'ERP. Donc commande en ligne directe. Voilà, moins d'erreurs de saisie, un processus plus fluide, plus transparent pour le client. Ces outils modernes, ça change vraiment le quotidien des opérations. Et l'intelligence artificielle alors? On en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des usages vraiment concrets, pragmatiques dans ce secteur? Oui. Et souvent de manière très ciblée, très réfléchie. Pas juste pour faire de l'IA pour faire de l'IA. Un exemple? J'ai en tête une entreprise pharmaceutique qui utilise l'IA générative, un modèle type GPT 3.5, mais attention, Oui. entraîné sur leurs propres données internes et hébergé de façon sécurisée sur Azure OpenAI par exemple. C'est crucial. Et ils l'utilisent pourquoi?
pas pour la R&D directement. Non, là, c'est plus opérationnel. C'est pour automatiser la création de contenu marketing. Ah d'accord. Comment ça marche? En fait, l'IA va piocher dans les bases de données produits qui sont déjà validées, le PIM, qui centralise les infos produits, et dans les banques d'images approuvées, le DAM. Et à partir de ça, elle propose des brouillons, de brochures, de pages web, etc. Ça remplace les équipes marketing? Non, pas du tout. C'est plutôt un copilote. Les équipes ne partent plus de zéro. Elles vérifient, elles enrichissent, elles affinent. Ça leur libère du temps pour la stratégie, la créativité. Intéressant. Et le choix de GPT 3.5, c'est pour une raison particulière? C'est souvent une question d'équilibre coût-performance pour un usage précis. Pas besoin du modèle le plus puissant et le plus cher si un modèle un peu plus simple fait bien le travail. L'objectif ici, c'est d'accélérer la mise sur le marché des campagnes tout en étant sûr que l'info est correcte et conforme. C'est non négociable dans ce secteur. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, on voit bien que les technologies, que ce soit l'IRP moderne, le cloud, les outils d'analyse ou même l'IA bien ciblée, ce sont des leviers très puissants. Oui, pour aider les entreprises des sciences de la vie à gérer leurs défis uniques. Les exemples qu'on a vus montrent qu'il y a toute une palette d'outils qu'on peut mobiliser selon les besoins spécifiques. Tout à fait. Mais il faut quand même souligner une chose. La technologie, c'est pas tout. C'est qu'une partie de la solution. Qu'est-ce qui est clé alors, selon vous? Ce qui ressort vraiment, c'est que le succès, il repose d'abord sur une approche sur mesure. Il faut comprendre finement les enjeux métiers, qui sont très particuliers dans ce secteur, et puis il faut une collaboration très forte. Entre les équipes internes et les partenaires. Exactement, une vraie co-construction. L'innovation, pour qu'elle marche, elle doit rester pragmatique, ancrée dans la réalité et menée de façon responsable. Une approche pragmatique, humaine, même quand on parle de tech de pointe, c'est une bonne synthèse. Et pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Oui, On voit l'IA qui monte en puissance. Demain, elle pourra peut-être suggérer des pistes en R&D, qui sait? c'est une perspective fascinante, oui. Alors, la question c'est comment on va faire pour garder l'équilibre? L'équilibre entre quoi et quoi? Entre la puissance d'analyse de la machine Et ce qui est au cœur de ce secteur, l'intuition humaine, le jugement éthique, la décision qui sert vraiment le bien-être des gens. Comment préserver ça? C'est sans doute un des grands défis pour l'avenir de l'innovation dans les sciences de la vie.